Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line! Touchdown! 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 375 du podcast Jean Actu. La matinée, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL. À mes côtés cette semaine, tout d'abord, il y a Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour. Salut à tous. Je regrette le temps où je pouvais dire comment t'étais habillé, parce que maintenant on est en visio, donc je vois quasiment que ta tête, mais le cœur y est. Il a un pull bleu, je le vois, c'est Raoul Villeroy, bonjour. Hello. Messieurs, nous sommes là pour débriefer la 8e semaine NFL. Oui, la saison continue, on avance. Chaque semaine est une victoire pour moi, avec la Covid, je vais vous dire. Cette semaine, on va donc parler... Je suis en train de me demander... Oui, j'ai sorti les mauvaises notes, figurez-vous. Bravo. Je me disais... J'ai un drôle de sommaire devant moi, j'ai sorti les mauvaises notes. Bon, c'est l'épisode 374, du coup, j'ai dû dire 375. Je vais pas mentir, j'ai commencé mes notes pour l'émission de jeudi, en fait. Ah bah bravo. c'est aussi simple que ça. T'essaies de prendre ma place du jeudi, en plus, super. Mais non, j'ai commencé... Oui, bah en plus, c'est par défaut, je copie-colle les mêmes fichiers et je les modifie. Bref, bonjour Raoul, bonjour Raphaël. Et le sommaire, c'est bien sûr la semaine 8. Les Ravens ont-ils un problème dans les grands matchs? Les Dolphins sont-ils des prétendants aux playoffs? Les Chargers doivent-ils changer de coach? On va parler de tout ça, notamment dans les affiches de la semaine. Plein d'autres choses évidemment à discuter. Et pourquoi pas des breaking news, puisqu'on enregistre juste avant la date limite des transferts. On en reparlera jeudi dans l'émission, ne vous inquiétez pas si on rate des trucs dans celle-là. Jeudi, on fera un point sur les transferts. Et puis aussi, au moment où on se parle, Donald Trump est toujours président, peut-être une breaking news à ce moment-là. En tout cas, quand vous réveillerez, peut-être qu'il sera toujours président, peut-être plus, mais il y aura des choses qui auront changé. Beaucoup donc de choses à dire, messieurs, et on va commencer sans plus tarder dès maintenant. Hi, it's Trent Brown from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. Vous avez vu un peu, on colle à l'actu. J'ai retrouvé un petit son de Trent Brown. Je me disais que c'était sympa de lui dire bonjour pendant qu'il était à l'hôpital après s'être fait injecter de l'air par les médecins des Raiders. C'est dangereux de se faire soigner par des médecins NFL cette année. En AFC West, ouais, on est fort. Ouais, visiblement, ouais, ça recrute fort. Vache. Quoi. Ouais, mais je me demandais, est-ce qu'ils sont vraiment médecins je pense quand même. Ou est-ce que c'est des kinés ou des choses comme ça, peut-être? Ça dépend de la pratique, ouais, je pense. Parce que bon, c'est poser une perf quand même, quoi. Ouais. Bon, après, j'y arrive dans la Casa des Papel, donc bon. Ouais, c'est vrai que dans la Casa des Papel, un tuto YouTube et t'opères un mec à cœur ouvert. Bien sûr. Ravens 24, Steelers 28. Les Ravens menaient de 10 points, 4 ballons perdus par Lamar Jackson, un drive de la victoire qui ne donne rien et finalement c'est une défaite. Est-ce que les Ravens en général et Lamar Jackson en particulier auraient un problème avec les gros matchs, messieurs? Je vois Raoul sourire. En fait, j'ai l'impression que c'est pas tant le problème des gros matchs, c'est le problème des défenses qui le forcent à jouer un jeu sur lequel théoriquement il est bon, c'est-à-dire au sol, mais qu'au moment où il faut être un peu plus dans la passe, il est moins fort, mais ça on le sait. Il est pas mauvais, mais voilà, je crois pas qu'aujourd'hui il fasse partie des meilleurs lanceurs de la NFL, et c'est quand même ce qu'on attend aussi d'un quarterback. Et quand tu as une bonne défense comme celle des Steelers en face qui est capable de le contrer au sol, et du coup ça pêche parce que il lui manque cet aspect-là de lanceur. Mais alors, est-ce que du coup c'est pas justement un problème de grand match si on arrive à le bloquer dans ce qu'il sait faire, ce qu'il est censé savoir faire? Ça dépend, tu peux tomber sur des défenses très permissives dans des grands matchs. Mais oui, c'est mieux. Mais, c'est ce que je veux dire. L'idée, c'est quand même dans les matchs serrés d'aller le chercher, quoi. Donc c'est un peu ça le problème. Raphaël, est-ce qu'il y a un problème avec Lamar Jackson et les matchs soit de playoffs, soit contre des grosses équipes? Parce qu'en semaine 3, par exemple, il lance que 97 yards dans une défaite contre les Chiefs. Oui, il y a factuellement, j'ai envie de dire qu'il y a un petit problème de
Il y a un petit problème dans les grands matchs. De fait, pour le moment, il sort à chaque fois en play-off et il y a un peu plus de difficultés à battre les top de la ligue, on va dire, pour le moment. Bon, après, comme on l'a déjà dit par le passé, il en est à peine à 2 saisons, hein, donc il y a quand même le temps de... Disons que il n'y a pas un plafond de verre qui me semble... clair et net, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui puisse pas dépasser à l'heure actuelle. Je pense qu'il peut encore progresser parce que mine de rien il est sur une certaine progression depuis ses tout premiers matchs en tant que rookie. Après effectivement il y a ce problème un peu à la passe de précision, notamment quand il cherche les lancers en profondeur. Oui, il a un peu plus de mal que les top quarterbacks encore à l'heure actuelle. Est-ce que ça vient que de lui en partie? Après, je reste persuadé que finalement le casting autour de lui en termes de receveurs est pas suffisamment bon si on compare avec d'autres. Bon, voilà. Après, moi, ça me semble encore. Je pense qu'il y a une vraie marge de progression et j'ai pas l'impression qu'il ait atteint son plafond de verre. Mais bon. Oui, alors après, il peut y avoir en effet une marge de progression. Après, je suis d'accord sur le fait que ça fait pas longtemps qu'il est là, mais après on peut résumer ça à une question beaucoup plus simple. Est-ce que vous avez confiance quand il a le ballon pour aller gagner le match? Oui, mais je vais dire oui parce que je pense que dans la plupart des cas, il peut aller le gagner. La plupart des cas étant, bah voilà, parce qu'il y a beaucoup d'équipes en NFL qui sont à leur portée. Eh ben, je pose la question parce qu'il l'a jamais fait. Il a jamais eu un drive pour la victoire avec un touchdown au bout. C'est-à-dire que, évidemment, ça fait pas longtemps. Il a été dans une équipe qui domine, donc il n'y a pas eu souvent des occasions, on est d'accord. Mais le fait est que il n'a pas un seul drive de la victoire en 3 ans. C'est-à-dire qu'il a mené des fois à des field goals pour gagner des matchs en prolongation ou des choses comme ça. Mais il a jamais eu un drive où il prend le ballon, il remonte le terrain en fin de match et il va marquer. Ok, ouais, intéressant. Et moi, c'est un peu mon problème, c'est-à-dire que en fin de match, je mets Lamar Jackson derrière beaucoup de quarterbacks pour remonter le terrain et aller chercher un touchdown de la gagne. Et c'est le problème qu'ils ont. À partir du moment où il n'y a plus la menace du jeu au sol, grosso modo, et qu'il faut y aller, c'est quand même très... C'est pas, ça inspire pas confiance. Tu vois, c'est pas un Aaron Rodgers, un Tom Brady, un Drew Brees, des mecs comme ça qui vont reculer, passer, où ça va avoir l'air assez impitoyable pour la défense adverse. Moi, Jackson, il me fait pas super peur dans cette configuration-là. Super confiance, non il me fait pas peur si je suis à la défense, voilà. c'est ça que je veux dire. Oui. Ouais, non, effectivement, ça se défend. C'est vrai que pour le moment, il a pas encore montré cette capacité. En plus, là sur ce match, c'est un peu paradoxal parce qu'au final, le jeu au sol avance bien dans ce match des Ravens. Hein. Ils gagnent quand même 265 yards au sol. Je veux dire, Dobbins, c'est à 113 yards en 15 courses. Edwards, c'est à 87 en 16. Enfin, t'as une équipe qui avance bien au sol. Alors, il manque un peu de temps à la fin pour, à mon avis, pouvoir baser le dernier drive sur plus de jeu au sol et ils sont du coup forcés de passer un peu plus. Les dernières tentatives se font à la passe parce qu'ils n'ont plus le temps de courir, donc ça les handicape un peu. Non, mais c'est difficile de donner tort parce que, encore une fois, dans les faits, pour le moment, il n'y a pas ces faits d'armes, on va dire, contrairement à d'autres quarterbacks, donc c'est dur à dire. Après... à quel point il en est pas capable dans un futur proche, c'est un peu toute l'équation pour Baltimore, j'ai envie de dire. Hein. Si je suis pessimiste, je trouve que c'est quand même des choses qu'on voit rapidement. Enfin, je sais pas, j'ai souvenir de Matt Stafford qui faisait ça très vite, même dès ses premières années. Enfin, il y a des mecs où tu sens qu'ils pourront le faire. Même Joe Burrow, quand je regarde maintenant, je me dis qu'il pourra le faire. Oui, mais parce que c'est des quarterbacks passeurs qui très vite dans un... Tu dis, ça s'est vu vite avec Matt Stafford parce que c'est un mec qui a un canon à la place du bras et qu'on savait qu'il était attendu pour ça. En l'occurrence, Lamar Jackson, il a cet atout de courir avec le ballon qui peut parfois servir aussi et qui, moi, je pense, est une force qu'il doit exploiter. Voilà, ça veut pas dire qu'il pourra jamais le faire. Mais tu vois, un quarterback, par définition, c'est un passeur. Par définition, oui, mais est-ce que ça veut dire que c'est figé ? C'est quand même un passeur, faut pas exagérer non plus. Non, mais je suis d'accord, mais tu peux pas lui ôter ça à Jackson et à d'autres qui ont couru et qui courent et qui courront comme ça. Oui. Il faut que tu prennes ça en compte aussi.
Attends, j'ai pas trollé, j'ai hésité avec un lancement du genre, vous voyez qu'on peut donner le MVP à un running back ou des choses comme ça. Après, pour revenir sur ça, faudrait revoir aussi en détail quand est-ce que Stafford, ce genre de type, ont réussi leur premier comeback dans le 4e quart-temps à la passe. Tu vois, enfin, on a l'impression qu'ils l'ont fait jeune, mais est-ce qu'ils l'ont fait au bout de 6 matchs? Est-ce qu'ils l'ont fait dès leur... Enfin, combien d'échecs? Alors, Stafford, sûr et certain, je dis ça parce que j'ai le souvenir, c'est pour ça que c'est le nom qui m'est venu. Il y en a eu un pendant sa saison rookie parce qu'il s'était fait déboîter l'épaule en plus tôt dans le match. Et donc il fait le drive de la victoire en se tenant l'épaule, c'était incroyable. Oui, non mais après, bon voilà, moi je... Oui, t'avais Calvin Johnson au bout aussi. Je m'interroge aussi. Oui, alors après, comme tu l'as dit Raphaël, il y a le matos autour. Marquise Brown notamment s'est plaint de son manque d'utilisation. C'est le quarterback ou c'est le coaching? Ça on peut pas savoir en fait. C'est toujours pareil, il faudrait presque regarder tous les snaps de la saison et en détail. Et est-ce que c'est Lamar Jackson qui lit pas assez bien et qui loupe Brown? Est-ce que c'est le jeu appelé qui met Brown de côté? Enfin, c'est tellement compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il est pas... On force pas sur lui, en tout cas, comme certaines équipes peuvent forcer sur leur receveur numéro 1, où on force la passe vers le receveur parce qu'on se dit de toute façon le mec va faire la différence. Ça, c'est sûr que moi j'ai le sentiment qu'il n'y a pas dans le game plan des Ravens, on force pas là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on force pas là-dessus à juste titre parce que soit Lamar Jackson n'est pas assez précis pour forcer sur Marquise Brown en profondeur? Est-ce que c'est Brown qui est pas capable de gagner assez de duels en couverture 1 contre 1, en homme à homme Bon. Moi, ce qui me fait un peu peur, si tu veux, c'est que dans ces cas-là, je trouve qu'il y a jamais de fumée sans feu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on me dit oui, mais ils ont qu'à le faire passer plus, Jackson, etc. Mais les coachs, ils le connaissent. Oui, à mon avis, s'ils le font pas passer plus, c'est qu'ils ont peur de le faire passer plus, et c'est pas bon signe. Alors, toute proportion gardée, hein, je dis pas du tout qu'il est pareil, mais ça me rappelle l'époque où on me disait ouais, mais Blake Bortles, c'est parce que les coachs le font pas plus lancer, vous verrez, machin, etc. Et en fait, c'est parce que c'est une pipe qu'il le faisait pas lancer. Pipe, toute proportion gardée, encore une fois. Oui. Mais il me battrait, je sais. Non, mais voilà. Donc, je pense que c'est un peu l'œuf et la poule, c'est qu'au bout d'un moment, c'est parce qu'ils lui font pas confiance qu'il lance pas plus, et c'est parce qu'il lance pas plus qu'il a pas plus confiance, et ainsi de suite. Mais voilà. Alors après, toutes ses stats sont en baisse cette saison, passe complétée, touchdown, tout, pourcentage d'interception en hausse, etc. Et il y en a une qui est significative, c'est que l'an dernier il a pris 23 sacs sur toute l'année. Là, il en a déjà pris 19, et ça ne va pas s'arranger parce qu'ils perdent Ronnie Stanley pour toute la saison. Est-ce qu'ils font partie toujours des favoris, même avec ça aussi qui s'ajoute, la perte de Ronnie Stanley qui avait signé un énorme contrat d'ailleurs quelques jours avant? Oui, je pense qu'aujourd'hui la AFC, en tout cas une place de wildcard me paraît difficile à manquer pour eux. Maintenant la division, tu peux à mon avis faire une croix dessus parce que les Steelers sont à 7-0, t'es à 5-2 et en plus ils t'ont battu une fois, donc ça me paraît difficile d'aller chercher la tête de la division en tout cas. Disons qu'ils passent peut-être du statut de parmi les favoris à statut parmi les outsiders de l'AFC. Voilà, c'est que moi je trouve qu'en début de saison, après 2-3 matchs, t'avais l'impression qu'ils étaient dans les 2-3 favoris de l'AFC. Là, avec un Lamar Jackson un peu en retrait, un game plan offensif qui fait un peu douter et cette blessure de Ronnie Stanley, tu peux te dire que finalement ils vont avoir un statut d'outsider face aux Chiefs et aux Steelers. Ce qui pourrait peut-être leur faire du bien d'ailleurs, parce qu'ils arrivent en favori en playoff la dernière fois et ils se plantent. Les Steelers qui s'en sortent bien quand même parce qu'ils gagnent que 221 yards en attaque contre 457 aux Ravens. Les stats sont quand même pas du tout à l'avantage de Pittsburgh là-dessus. Ils ont quelques bonnes séquences offensives où Ben Roethlisberger prend la main sur l'attaque, met du rythme. C'est peut-être à creuser ça notamment, ces séquences en quasi no-huddle, un peu plus rythmées. Oui, Roethlisberger a de l'expérience et lui pour le coup est bien entouré, donc très bien entouré on va dire par rapport à Lamar Jackson, donc effectivement c'est quelque chose qu'ils peuvent exploiter. J'étais surpris sur ce match là, il y avait des moments où ils étaient quand même un peu en galère, ils font 6 punts quand même dans le match, moi qui disais depuis le début de la saison que l'attaque des Steelers je la voyais bien être un peu la locomotive cette année, finalement bien sûr que la défense est giga forte mais j'attendais plus de l'attaque, c'est un peu décevant même si c'est Baltimore en face quoi. Raphaël? Je vois ce que tu veux dire sur le no-huddle, peut-être mettre plus de rythme. Après, c'est peut-être quelque chose qu'on va voir progressivement de plus en plus aussi en cours de saison. Je pense que sur un retour de Ben Roethlisberger, après sa blessure, il y avait la volonté quand même d'installer un jeu un peu plus tranquille, de moins peut-être l'user, de prendre son temps, et peut-être que c'est quelque chose qu'on va voir progressivement, comme je pense les passes en profondeur qui vont progressivement être de plus en plus courantes dans leur jeu, ce qui n'a pas été forcément le cas depuis le début de la saison. Donc
Il y a sans doute un point à suivre, et à creuser là-dessus pour l'attaque des Steelers. Après, tant qu'ils ont cette défense-là et qu'ils peuvent être en gestion presque, j'ai envie de dire, sur l'attaque, ils n'auront pas besoin non plus de forcer la donne offensivement, donc c'est peut-être pas mal. Parce que la défense... Oui, tu l'as dit, leur défense... Voilà. Leur défense reste hyper forte. Elle reste hyper forte. Et là, ce qu'on a vu sur ce match, et qui est encore plus bon signe pour eux, j'ai envie de dire, c'est la profondeur de l'effectif. Parce qu'on a quand même sur ce match un Robert Spillane qui sort du banc, qui fait 11 plaquages, un tackle pour perdre, 2 passes déviées, un fumble recouvert, une interception. Enfin, c'est quand même se dire que sur le banc, ils ont potentiellement des joueurs comme ça qui, grâce au schéma, grâce à la force collective, arrivent à montrer qu'ils ont aussi leur place en NFL, qu'ils ont leur place. Enfin, pour eux, je trouve que c'est une super nouvelle. Et qu'en plus, la blessure de Cameron Heyward n'est pas si grave que ça, il va pouvoir revenir. Là, ils ont un calendrier sur les 3 prochains matchs qui est ultra abordable. Sincèrement, voilà, je trouve qu'en plus, défensivement, ils ont montré une vraie belle. C'est une vraie satisfaction de leur côté de voir que la profondeur d'effectif permet a priori de tenir sur toute la saison, quoi. Oui, et puis ils sont opportunistes, c'est-à-dire que là, ils prennent des yards, mais ils arrachent 4 ballons, et ils font la différence comme ça. Donc, clairement, ils sont... alors, on va pas refaire le jeu du power ranking toutes les semaines, mais là, à 7-0, ils sont la dernière équipe invaincue de la NFL, si je ne dis pas de bêtises. Non, il n'y en a pas une qui m'échappe. Hein. C'était déjà le cas avant le match. C'était déjà le cas avant le match, voilà. Bon, ils sont clairement maintenant établis parmi les favoris, avec un coach très solide. Je sais que j'ai dit une ânerie sur Mike Tomlin dans les leçons de la semaine. Mais non, mais je sais faire un monde honorable et il faut être transparent avec les lecteurs. J'écris ça le lundi matin dans la foulée des matchs et tout. Je suis pas toujours d'une fraîcheur incroyable. C'est le confinement. Je suis déprimé un peu comme tout le monde. Bon, des fois j'écris une ânerie. Hein, Alors après, à tout vous dire, parce que justement comme j'avais un peu la tête dans le derrière au moment d'écrire ça, j'avais plus peur de soulever les masses avec la remarque sur Lamar Jackson qui n'a fait tiquer absolument personne. Ah non, tout le monde était concentré sur Mike Tomlin du coup. Mais voilà, je me suis dit, j'attaque un peu Jackson, je le mets en une et tout. Ouais, mais parce que je pense que Jackson a déjà sa bonne base de détracteurs, mais à juste titre, hein, c'est pas forcément non plus que des mauvais détracteurs. C'est pas parce que tu remets un joueur en question que t'es forcément un hater, quoi. Donc je pense que Jackson a peut-être une base plus solide de gens qui sont convaincus qu'il y a peut-être des questions autour de lui, alors que Mike Tomlin, je pense que t'as vraiment 2 camps. T'as ceux qui sont convaincus par Tomlin et ceux qui... Et du coup, c'est peut-être ça qui a choqué une partie de la fanbase, surtout que le Jeff Fisher du Rich était un peu dur. Ouais, il était un peu dur parce qu'en vrai, c'est plus que du riche là. Ça c'était un peu raide. C'était le milliardaire quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, Raoul. C'était un peu plus le Jeff Fisher du milliardaire. C'est un peu dur. À la limite, j'aurais dû dire genre le Pete Carroll du pauvre ou un truc comme ça, mais. Au final, bon. Leurs stats sont comparables en plus. Hein. Ouais, non, c'est pas du tout le même coach. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc avec Tomlin que j'arrive pas à appréhender, hein. C'est pour ça que je disais une énigme aussi, c'est pour ça que je peux dire une bêtise, parce que j'arrive pas à l'appréhender. C'est pas la première fois qu'on a ce débat sur Tomlin, hein, c'est vrai. Est-ce que c'est l'équipe ou est-ce que c'est lui qui a ces succès-là depuis des années Mais ce qui a étonné aussi plusieurs lecteurs, et c'est vrai, c'est que l'an dernier on l'avait encensé par rapport à son coaching à 8-8, c'est vrai. Malgré aucune star, tout le monde était parti, la blessure de Big Ben, on l'avait encensé, et là du coup c'est vrai que ça faisait, alors qu'il est à 7-0 se remettre à taper non, c'est vrai, même si tu tapes pas dessus, faut pas exagérer, mais impunité. Ça a pu étonner certains, je pense, c'est ça aussi, nos fidèles auditeurs. Je mets encore une fois, hein, je déclare absolument pas avoir la vérité absolue quand j'écris ces papiers, donc ça m'arrive de dire des âneries. Il y a aucun... C'est la deuxième cette année, il y en a eu une belle aussi sur les Cowboys, je crois, en début de disant que c'était favori. Saison. Non, en disant que, enfin, en insistant sur le jeu au sol, même si je pense toujours que ça leur aurait pas fait de mal d'impliquer plus Ezekiel Elliott, vu dans l'état où il est maintenant. Bon, sur ce, passons au match suivant, messieurs. Dolphins 28, Rams 17. Les Dolphins ont-ils titularisé Tua Tagovailoa parce qu'ils n'ont pas besoin de Tua Tagovailoa puisque visiblement, c'est parce que là, sur ce match, on l'a pas vraiment. C'était pas le gros show, hein, c'était pas le. Non mais dans les faits, ils ont montré que ils l'ont titularisé parce qu'ils ont les moyens de le mettre plus sérieusement dans des bonnes conditions, avec une défense qui a joué sérieux, avec des équipes spéciales qui ont apporté quelque chose. Parce que mine de rien, ils sont numéro 1 en défense sur les points encaissés quand même. Ouais.
cette équipe de Miami. Pas sur les yards, mais sur les points. Mais je te rejoins, c'est le bon moment parce que il est dans les bonnes conditions. C'est une équipe des Rams en face qui peut-être qu'ils se voyaient. Alors, j'espère que tu attaques un match en te disant tu vas le gagner, mais peut-être qu'ils se disaient voilà, on sait pas trop comment ils sont. Ils ont eu des hauts et des bas. Peut-être que là c'est un bas, c'est le bon moment pour avoir une victoire un peu symbolique dès le départ. C'est un pari risqué, mais c'est un pari qui passe aujourd'hui et qui leur donne raison. Raphaël, la défense et des équipes spéciales, il y a vraiment une patte Brian Flores au sens où tout est sérieux depuis qu'il est arrivé. C'est clairement la clé et la grosse progression de cette saison côté Dolphins et qui leur permet, au-delà de Tua Tagovailoa et de sa titularisation, leur permet d'être des concurrents pour une place en play-off. C'est ce progrès défensif. Quand tu regardes sur ce match encore, t'as un pass rush qui a réussi à faire la différence, contrairement aux dernières saisons où c'était très très compliqué de mettre la pression du côté de Miami. Cette année ils arrivent, ils ont renforcé avec des Kyle Van Noy, etc. Et Emmanuel Ogbah aussi qui prend sa place. Enfin voilà, les ajouts de l'intersaison qui n'étaient pas flashy, qui n'étaient pas des joueurs très flashy, mais qui étaient des joueurs de devoir qui, mine de rien, sont en NFL depuis 7-8 ans pour certains, et qu'on suffisamment produit pour être en NFL depuis 7-8 ans, parce que ça on l'oublie un peu, mais en vrai un joueur qui est déjà depuis 7 ans en NFL, c'est qu'à minima il apporte quelque chose, parce qu'on sait à quel point une carrière peut être courte en NFL si t'apportes rien. Donc voilà, ils se sont basés là-dessus, ils ont fait un grand renfort dans le backfield défensif pour accompagner Xavier Howard et pour qui est Byron Jones pour le côté un peu plus flashy, on va dire. Et du coup, il se retrouve avec une défense assez complète qui a progressé en interne, qui a progressé grâce à la free agency. Et donc, c'est très costaud. Et effectivement, pour répondre à ta question, ça permet quand même de lancer le quarterback rookie dans une situation où... alors ça va arriver cette saison où il va devoir aller gagner un match, ça va forcément arriver, ils peuvent pas, la défense est bonne mais c'est pas une défense historique non plus, enfin je pense pas qu'on assiste à une défense historique encore, donc il va devoir aller chercher des matchs, mais pour le moment il va peut-être pas devoir le faire tant que ça et pas dans des situations si catastrophiques que ça, donc c'est bien vu de leur part, c'est bien construit, et comme tu dis, Brian Flores finalement c'était peut-être le coach issu de l'arbre Bill Belichick ces dernières années qui avait le moins de réputation autour de sa personne, parce que Matt Patricia était considéré comme un énorme génie défensif, Bill O'Brien comme un truc offensif, McDaniels pareil, même s'il a fait rétropédalage, il était considéré... Finalement Brian Flores c'était peut-être le moins hypé de tous, et comme quoi l'humilité peut-être autour du personnage est sa principale qualité à l'heure actuelle. Il y a clairement plus de discipline que dans plein d'équipes qui ont un nouveau coach. Ce qu'on peut voir dans vraiment, je pense à des Cleveland ou à des Jets ou des choses comme ça, plein d'équipes de fond de tableau qui ont des problèmes à ce niveau-là. Là, c'est sérieux dans toutes les phases de jeu. Du côté de Tua Tagovailoa, ça donne donc un 12 sur 22, 93 yards, un touchdown. Il y a eu des éclairs intéressants, mais ça reste un chantier. Raoul, qu'est-ce que tu en as pensé de cette première ? C'est pas flamboyant, c'est sûr, mais peut-être qu'on n'avait pas besoin de lui en demander plus aussi, vu qu'on voyait que le rythme en défense et sur les équipes spéciales était bon. Je vais pas me baser sur sa première sortie pour me dire que c'est le futur ou que c'est un bust ou quoi que ce soit, parce que je crois pas qu'elle soit très représentative de ce qu'il est capable d'apporter. On disait jeudi dernier avec Raphaël que on attend de lui qu'il fasse passer un palier à cette attaque qui est le point faible des Dolphins cette année. Sur ce match-là, je ne l'ai pas vu, honnêtement. Donc voilà, il y avait la défense des Rams et Aaron Donald en face, donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour briller pour lui. Je vais attendre de voir ce qu'il est capable de faire quand c'est vraiment lui qui va devoir aller chercher les victoires. Bon, après, il n'avait pas de jeu au sol pour l'aider. Il prend qu'un seul sac, ce qui est déjà une bonne nouvelle face aux Rams. Il prend qu'un seul sac parce que effectivement sa ligne offensive aussi en progrès, et puis de toute façon c'était le plan de jeu, c'était des passes très courtes et rapides, enfin il a aucune passe dans les airs de plus de 10 yards, vraiment c'était tout doux quoi. Les stats sont incroyables, le meilleur receveur des Dolphins sur ce match a 16 yards au total. À titre de comparaison, il y a 7 joueurs des Rams qui ont plus de yards que le meilleur receveur des Dolphins. De toute façon, à titre de comparaison, ce match-là, offensivement, il est perdu à cause de Jared Goff du côté des Rams, parce que les Rams avancent à chaque fois, et c'est une perte de balle de Jared Goff qui leur met des balles dans le pied, j'ai envie de dire. Alors, les stats sont délirantes, 471 yards pour les Rams, 145 yards au total seulement pour Miami. Dites-vous que c'est le plus gros écart de yards entre deux équipes de toute la saison, y compris celle qui gagnait
C'est-à-dire que les Rams ont réussi à avoir le plus d'avantages de yards de toute la saison, mais à perdre. Ce qui est quand même incroyable. Est-ce que c'est pas inquiétant dans un sens pour la défense de Miami qui compte beaucoup sur des clutch plays sur ce match-là, notamment des interceptions. Enfin, il les provoque bien sûr, mais tu prends quand même beaucoup de yards, quoi. Ça, face à toutes les équipes, ça passera pas à chaque fois. Après, comme disait Raphaël, c'est pas encore une très très grande défense, donc ils prennent ce qu'ils peuvent prendre, ce qui est déjà bien. Et puis j'ai l'impression que ça devient un peu la tendance défensive en NFL ces dernières années, depuis peu c'est de plus en plus dur de complètement museler les attaques. C'est très compliqué pour diverses raisons. On pourrait par exemple dire les pénalités qui aident pas forcément les défenses avec des defensive pass interference dans tous les sens. Donc tu prends les yards. Et du coup, ce qui se voit aussi dans les plaquages, mais c'est la philosophie des plaquages en football américain, c'est tenter le big play en défense plutôt que d'arrêter au petit gain. Et je me demande si c'est pas en train de devenir un peu la grande philosophie défensive, c'est tu sais que t'auras jamais une défense shutdown, donc du coup tu mises sur des interceptions, tu mises sur l'impact physique qui va faire le fumble, tu mises sur Pour revenir sur les Rams, est-ce qu'on voit les limites de l'attaque avec Jared Goff? Je sais que Raphaël t'en a parlé, on en a parlé en interne avant, c'est pour ça que je te lance là-dessus. Ouais, forcément un peu, parce que il fait, en fait c'est ça, pour moi voilà, il illustre un peu cette limite, c'est que il fait avancer son attaque, ça avance. Et le problème, c'est qu'il y a toujours ces petites erreurs en zone rouge, tout ça, et que pour moi, c'est vraiment le plafond. Lui, pour le coup, j'ai l'impression que ça y est, après quasiment 4-5 ans, c'est son plafond. Et le problème, c'est que cette année, tu as une défense qui marche plutôt bien et l'attaque n'arrive pas à reprendre. Donc je lui mets en partie la responsabilité. Je trouve, mine de rien aussi, que Sean McVay est peut-être un peu moins inspiré qu'il y a 2 ans. Bon, ça ronronne aussi un peu en attaque. Je trouve que c'est pas flamboyant ce qu'il propose. Voilà, bon. Raoul, pareil, les limites des Rams, c'est là. Dans la limite de Jared Goff est là. J'ai été regarder, ils sont à 61% de conversion de passage en zone rouge en touchdown, donc c'est moins de 2 tiers. Ils sont 20e en NFL, donc c'est pas énorme. Et effectivement, j'ai l'impression que en fait, Goff, il arrive à un moment de sa carrière où, oui, il va à un Super Bowl, mais il s'y ramasse. Est-ce que c'était vraiment lui la locomotive de l'équipe à l'époque? Peut-être pas non plus. Et en fait, on arrive... Ouais, c'est ça, il est peut-être en bout de carrière avec les Rams dans cet effectif-là parce qu'il se passera rien de plus peut-être. Donc est-ce qu'il faut qu'il fasse comme Tannehill et qu'il aille voir ailleurs et qu'il se relance je crois pas que ce soit un mauvais quarterback, mais j'ai l'impression qu'avec McVay et dans ce système-là, ils en obtiendront pas plus et du coup, il faut peut-être changer quelque chose. Moi j'ai un peu peur parce que pour le coup lui il est plutôt dans un bon système. Tannehill c'était quand même une autre histoire, il était avec Adam Gaze et tout ça. C'était plus... Voilà, là pour aller faire mieux ailleurs, il est censé quand même être dans des bonnes conditions. On va dire un dernier mot sur Miami et passer à la suite parce qu'on a déjà fait pas mal long sur les 2 premiers matchs. Est-ce que les Dolphins sont prétendants aux playoffs quand même? Il faut en parler. Le calendrier derrière c'est Cardinals, Chargers, Broncos, Jets, Bengals, Chiefs, Patriots, Raiders, Bills. Il y a pas mal de choses qui sont très jouables pour eux là-dedans. Bah écoute, nous, je crois qu'avec Raoul jeudi dernier, on était d'accord, on les voyait capables d'aller prendre la 7ème place. Donc, on va rester là-dessus alors. Ouais. Les Broncos 31, Chargers 34e défaite des Chargers en ayant mené de plus de 10 points cette saison. Encore un beau match de Justin Herbert, encore une défaite. Raoul, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une 4e défaite avec plus de 16 points d'avance, pas 10 points, 16 points. Pardon, tu vois. C'est encore pire, c'est dramatique. Non, n'exagérons rien, ce n'est que du football, mais ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai l'impression de voir, mais pas que cette année, pas que depuis qu'il y a Herbert. Herbert ne fait que renforcer la frustration, mais en fait, c'est ce sentiment avec les Chargers, je vais pas vous l'apprendre, que c'est jamais gagné. C'est pas que c'est jamais perdu, mais que c'est jamais gagné. Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un moment où les mecs se laissent aller, et là je le vois surtout en défense sur ce match-là, à la fin du match, où tu concèdes des pénalités bêtes sur là, la passe interférence à la fin, elle est idiote, il y a une rudesse non nécessaire, comme on dit en français, pareil, qui est idiote, qui fait gagner 15 yards gratos. Et en fait, les mecs sortent de leur match parce que peut-être que, j'ai l'impression, ils sont pas suffisamment maintenus dans un focus où on leur dit il faut se battre jusqu'au bout, c'est pas gagné. Et en fait, voilà, à la fin, ils lâchent un peu l'affaire. Et puis en face, tu as quand même une équipe NFL avec des joueurs qu'il ne faut pas négliger et qui sont capables petit à petit de regratter. Herbert est bon, c'est sûr. Il est meilleur que ce qu'a fait Rivers quand il partait. Mais déjà, il faut qu'il arrive à être bon tout le match. Et il faut que la défense l'aide parce que là, c'est plus possible.
Anthony Lynn est un facteur limitant quand même, on peut le dire. C'est un coach ultra moyen. Il est à 28 victoires pour 28 défaites en tant que coach principal, donc c'est vraiment la moyenne. Est-ce qu'on commence à penser à passer à autre chose ? Oui, enfin moi oui, c'est sûr. Les autres fans des Chargers peut-être. Le coaching, le front office, je ne sais pas. Je pose aussi un peu la question de Gus Bradley quand même, le coordinateur défensif, parce que encore une fois, je trouve que la défense avec les joueurs qu'elle a, elle a pas le droit d'encaisser 21 points comme ça dans le dernier quart-temps. Quand tu joues les Broncos qui sont relativement pas la meilleure équipe de la ligue, et Gus Bradley, ces souvenirs que j'ai de lui en head coach sont pas fameux. La défense de Chargers a été bonne l'an dernier, c'est vrai, mais cette année ça marche pas, et pourtant oui il y a des absents, mais c'est pas non plus, il y a des bons joueurs qui sont là quand même. Donc bon, moi je pense qu'il y a une remise en question du coaching staff à faire de manière générale. Bon, Raphaël, il y a les outils et on remet en cause l'encadrement, parce qu'on parlait de Brian Flores et de la discipline, par exemple, là c'est un peu l'inverse, quoi. Oui, non, mais on remet l'encadrement, ça me paraît à ce niveau-là. Faut qu'ils évitent la situation Atlanta où tu as un coach qui est pas capable de tenir son équipe jusqu'à la fin des matchs, ça va faire 4 de suite, c'était déjà le cas l'an dernier, enfin voilà, faut pas s'enfoncer là-dedans, donc oui, moi je suis d'accord. Oui, parce qu'au niveau matos, il y a ce qu'il faut quand même. Il y a un jeune quarterback talentueux, il y a des pièces en défense. Il y a des bases en tout cas clairement intéressantes. Donc, voilà, il y a quand même de quoi travailler. Les Broncos donc marquent des touchdowns sur leurs 3 derniers drives. Ils avaient quand même que 2 first downs à la mi-temps. Il y a eu une vraie bascule. Drew Lock, c'est les montagnes russes. C'est quand même assez à l'image de ça. Il va chercher la victoire sur un dernier drive où il lance la passe de la victoire à la dernière seconde quand même. On met ça dans le positif. Mais l'expérience Drew Lock, ça continue d'être quand même très riche en émotions diverses et variées, Raphaël. Oui, ça rame quand même. Effectivement, sans ce dernier carton, en plus face à une équipe qui a pour habitude de laisser les fins de match, la prestation est absolument catastrophique pendant 3 quarts-temps et demi quasiment. Alors oui, effectivement, si on voit le verre à moitié plein, il est clutch sur la fin. Après, le problème c'est qu'il met aussi son équipe dans une situation où elle doit mettre 21 points dans le dernier quart-temps pour gagner, donc c'est problématique. Puis même sur le dernier drive, il a de la chance parce que sa passe de touchdown, elle est faite vraiment beaucoup trop tardivement. Il a de la chance que son receveur arrive à l'avoir. Et des passes. Moi je suis. Après, pas convaincu là. Ah non, pas du tout convaincu. Après, c'est pareil, il a 10 matchs, non, un peu plus peut-être maintenant, mais il a 10 matchs dans les pattes, 15. On est toujours entre est-ce qu'il faut le jeter tout de suite parce qu'on a l'impression qu'il ne progressera pas, ou est-ce qu'on lui laisse encore un peu de temps bon. Mets-le en concurrence avec un autre joueur à la fin de l'année, parce que je ne crois pas que ce soit le franchise quarterback. Bon, en tout cas, ils ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs, mais c'est contre des équipes à bilan négatif. C'est une saison où ils prennent toute l'expérience qu'ils peuvent prendre. Ouais. Raoul, on t'a entendu, donc il faut prendre de la concurrence pour Drew Lock à la fin de la saison. C'est sûr qu'en tout cas, pour l'instant, ça reste très irrégulier. Petite pause, messieurs, et la suite des matchs de la semaine. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On remercie toujours Kickban pour ses jingles. Messieurs, on va enchaîner avec les autres matchs de la semaine 8 et on commence avec une double improbable, la victoire pour Joe Burrow et surtout aucun sac encaissé par Cincinnati, c'est surtout ça l'improbable. 2 touchdowns pour Joe Burrow, aucune interception, il continue d'être très impressionnant et cette fois il y a la victoire au bout. Ouais. Je suis deg. Ah, Raoul, t'es pas convaincu? Ah non, si, t'es dégoûté parce que t'as pronostiqué contre voilà, pour une fois, moi j'y croyais les fois d'avant. Non mais en l'occurrence, je suis d'accord avec toi, c'est bien, c'est cool pour eux, c'est surtout la récompense d'une progression qui est visible depuis le début de la saison, surtout face à une équipe de Tennessee Titans que tout le monde voyait largement favorite, parce qu'en face il y a Ryan Tannehill, il y a Derrick Henry, il y a tout ce que tu veux. Donc ouais, c'est très satisfaisant je pense pour eux, ce sera pas la saison des playoffs, hein, mais en tout cas c'est une bonne expérience d'entrée pour Joe Burrow. Raphaël, je sais que t'aimes bien, donc je vais me permettre la comparaison. Est-ce que tu trouves pas que Joe Burrow il a cette manière d'échapper à la pression en restant lucide qui rappelle un peu des gars comme Russell Wilson?
Ouais, il y a quelque chose, effectivement. Alors, je l'ai pas assez vu, peut-être pour être bien certain qu'il soit aussi mobile, mais en tout cas, mobile sur le long terme en plus. Mais non, clairement, il y a absolument quelque chose. Il a une sorte d'aisance dans la poche qui lui permet de sentir vraiment la pression venir, de savoir quand s'écarter. Il a vraiment, je trouve, une bonne gestion et un bon footwork, comme on dit, une bonne gestion de ses pas dans la poche. Donc c'est une sacrée qualité déjà. Je ne sais pas s'il l'avait complètement à la fac, mais en tout cas en NFL il arrive à le montrer, donc c'est un sacré point positif par rapport à d'autres jeunes quarterbacks dans cette ligue. Et puis donc oui, non, moi vraiment il m'impressionne sur ce début de saison. Tout est perfectible encore, bien sûr, mais tu sens déjà que, sauf si ça se passe mal, c'est-à-dire donc blessure ou un coaching qui lui permettrait pas de progresser, tu sens que y a quand même des armes pour avoir des belles années à suivre du côté des Bengals, parce que il fait des belles choses avec une ligne offensive qui progresse. Il y a eu quelques ajouts là récemment. Il y a eu le trade pour BJ Finney et ils ont signé Quinton Spain de mémoire, qui sont pas des joueurs exceptionnels de ligne, mais qui en tout cas apportent un poil plus de solidité que ce qu'ils avaient. Donc tu te dis que voilà, avec les bons ajouts à la prochaine intersaison, ça va. Oui, non, il y a une base de travail, clairement. Le Nord va devenir très très sympa, déjà que c'est pas mal. Clairement. Sachez que c'était la première fois que Zach Taylor menait les Bengals à la victoire contre une équipe avec un bilan positif. L'attaque, donc on l'a dit, continue de montrer des beaux signes pour l'avenir. La défense a fait un match correct en plus pour une fois, vrai, donc il y avait les moyens d'aider Joe Burrow. Par contre, du côté défense, celle des Titans, il y a quand même un petit problème cette saison. Aucun sac. Ce qui n'est pas totalement une surprise parce qu'ils en ont que 7 cette année, à égalité avec les Raiders. Il n'y a que les Jaguars qui font pire, et ça pourrait quand même être handicapant pour la suite du côté de Tennessee, Raoul. D'autant que en fait le truc de Tennessee, c'est qu'ils aiment bien tenir le ballon. T'as Derrick Henry qui s'en charge, et du coup la défense a peut-être moins d'obligation de se mettre en avant parce que du coup les équipes en face sont un peu plus sous pression. Le problème, c'est quand tu y arrives moins, voilà, t'as ce cas de figure là où t'arrives pas à limiter l'attaque adverse, tu fais ce que tu peux, mais t'en as pas forcément l'habitude, et en fait ça se voit tout de suite. 31 points, c'est plus que la moyenne en NFL, et sur ce match-là, c'est une mauvaise performance de la défense des Titans. Raphaël, ils peuvent faire quelque chose pour améliorer ça dans l'immédiat, ou ils sont coincés ? Écoute, je sais pas. En tout cas, ils ont tenté, puisqu'ils ont fait venir en échange Desmond King, un cornerback qui était chez les Chargers et qui arrive. Donc ils vont essayer de renforcer un peu leur backfield défensif, qui a quand même pris cher aussi cette semaine. Mais comme tu dis, moi je trouve qu'il y a un premier problème d'abord au niveau de la ligne défensive et de sa capacité à mettre la pression sur l'adversaire. Un des soucis, à mon sens, à ce niveau-là, c'est l'ajout de Jadeveon Clowney, qui paye pas pour le moment. Clowney a jamais été un top pass rusher, au niveau d'un Myles Garrett, d'un TJ Watt, tout ça. Mais il avait quand même une capacité malgré tout à porter quelques sacs, à mettre de la pression. Là, on le voit pas. T'as un Harold Landry qui a pas vraiment beaucoup progressé depuis sa saison rookie. Donc c'est compliqué sur la ligne défensive, et pour moi c'est un peu une des bases. S'ils n'arrivent pas à mettre la pression, ça complique la vie du backfield défensif, et donc est-ce qu'ils peuvent progresser en interne? Ce sera une des intrigues de la suite de la saison, en tout cas pour Tennessee. Bills 24, Patriots 21. New England pouvait aller égaliser ou gagner en fin de match, mais Cam Newton a perdu le ballon. C'est très cruel parce qu'ils étaient quand même clairement moins armés que les Bills, mais ils étaient pas loin de s'en sortir. C'est pas la première fois cette saison que New England échoue au final de peu. Le bilan s'enfonce dans le négatif, 4e défaite de suite. Est-ce qu'on est là sur... Alors, déjà, est-ce que... on a déjà fait le débat, est-ce que c'est la faute de Cam Newton, pas Cam Newton? On a dit qu'il était mal entouré. Je sais pas s'il faut revenir là-dessus, en fait. Non, je suis d'accord avec toi que ce match il est un peu crève-cœur pour New England, parce que et pour Cam Newton d'ailleurs, parce que il fait pas un match catastrophique. Il perd la balle en fin de match. Oui, c'est sa faute, c'est sûr, mais c'est cruel. On est sur reconstruction active engagée, nettoyer le salary cap, les contrats, épurer tout ça. Ça y est, c'est engagé, Raphaël.
Ça pourrait être le cas, surtout si jamais les rumeurs autour d'un trade de Gilmore se confirment ou ce genre de choses, ça pourrait clairement indiquer que c'est ça. Après attention, j'ai dit reconstruction active, donc ça veut dire qu'ils vont continuer à essayer de gagner. Je ne parle pas du fameux mot en T qui est interdit. Bien sûr. Mais il pourrait être là-dedans. Il y a un vrai chantier en attaque surtout. Voilà. Non, mais c'est ça. Newton finit pas les matchs, mais après il y a pas grand chose autour de lui pour les boucler plus tôt aussi, quoi. Oui, moi je suis assez d'accord. En revanche, attention, parce que Newton, on se disait avec Raphaël après le match, sa conférence d'après-match, il a l'air assez atteint par ce qui est en train de lui arriver. Et souvenez-vous qu'après le Super Bowl perdu avec les Panthers, la saison d'après, il avait mis beaucoup de temps à s'en remettre. Et je pense que c'est un mec qui fonctionne vachement au mental. Si là, il est déjà à ce niveau-là au milieu de saison, la fin de saison va être compliquée. Les Bills avaient plus de matos, leur jeu au sol s'est mis en marche, 190 yards pour eux, leur défense a fait la décision, mais Josh Allen continue d'être très moyen, 11 sur 18, 154 yards, une interception. Pour vous donner quand même, sur les 4 derniers matchs, il a pas mal ralenti, il a 4 touchdowns, 3 interceptions, et ses évaluations sur les 4 derniers matchs, c'est 77,6, 73,4, 90 et 65,5. C'est quand même pas fabuleux depuis 4 matchs, Josh Allen. Du coup, est-ce qu'on est revenu à la case départ du début de saison ? C'est-à-dire que en fait, on n'est plus sûr. On n'est pas sûr, en tout cas, ça c'est clair. Maintenant, on a vu ce qu'il était capable de faire quand il va bien. Est-ce que c'était du sur-régime ? Je crois pas. Je crois juste qu'il faut qu'il trouve une espèce d'équilibre entre les mauvaises performances de là et les très bonnes performances de début de saison. La vérité est peut-être entre les deux. Raphaël, est-ce que la vérité est entre les deux ou est-ce qu'elle est ailleurs ? Non, je rejoindrai Raoul dessus. Le fait qu'il ait montré pendant plusieurs matchs des bonnes choses, il y a quand même de quoi creuser. C'est globalement l'attaque aérienne qui fonctionne un peu moins bien. John Brown vient tout juste de revenir de blessure. Peut-être que ça va se remettre progressivement en route. Écoute, en tout cas, il va falloir retrouver ce niveau-là parce que je pense vraiment que dans cette conférence AFC, s'ils sont pas capables d'enchaîner dans les airs, leur défense leur permettra pas de gagner, donc va falloir vite retrouver la solution, quoi. On parlait des Ravens tout à l'heure, c'est vrai que les Bills ils ont fait un petit pas en arrière aussi dans la hiérarchie ces dernières semaines. Ils sont un peu rentrés dans le... Pas rentré dans le rang, mais ouais, un petit peu. Browns 6, Raiders 16. Dans le vent et le froid, le jeu au sol des Raiders a fait la différence. Les Browns ont encore déçu. Personnellement, je vais arrêter de les défendre, parce que c'était typiquement le genre de match qu'il fallait prendre pour montrer qu'ils étaient sérieux. Au bout d'un moment, là, je vois pas ce que je peux défendre. Ils l'ont pas fait, c'était à leur portée, c'était chez eux. On peut me dire ce qu'on veut sur la météo, mais je déteste toujours cette excuse, vu que c'est la même pour les deux équipes. Donc, oui, puis je suis pas sûr que les Las Vegas ou les anciens Oakland Raiders aient été plus habitués à jouer dans des mauvaises conditions que les mecs de Cleveland, donc c'est ça. Et puis en fait ils se sont juste fait casser la tronche, quoi. C'est-à-dire que 208 yards au sol dont 128 pour Josh Jacobs, 37 minutes de possession. On peut reprocher plein de trucs à John Gruden, mais au moins son équipe elle a une identité. Il veut être old school, il veut jouer au football comme en 99-2000, c'est ce qu'il fait. Non mais voilà, et quand sa défense fait le taf, du coup il a une identité, il leur casse la bouche, quoi. Il a les joueurs pour. Josh Jacobs, c'est exceptionnel cette résistance au plaquage. J'ai l'impression de revoir Elliott dans son année rookie, où à chaque fois que t'avais un mec qui le touchait, il avait encore 4 ou 5 yards à prendre derrière. Et puis il y a ce qu'il faut en attaque, et Derek Carr, j'ai déjà fait mon mea culpa 10 fois, mais je vais continuer de le faire. Fait ce qu'il faut pour faire avancer, donc ça fonctionne comme Gruden l'entend. Ouais. Bon, sur les Browns, Baker Mayfield n'a même pas complété la moitié de ses passes. Ouais, c'est quoi ? C'est le coaching, c'est le joueur, je sais plus, c'est la ville. C'est vraiment une prestation très très embêtante, je trouve, pour les Browns, parce que tu l'as dit, vous l'avez dit, les Raiders sont très bien courus, ils ont tenu le ballon, ok, mais quand tu vois en défense côté Raiders, normalement, tu dois pouvoir exploiter plus leur faiblesse à mettre la pression, tu dois pouvoir exploiter plus leur backfield défensif qui est quand même pas très costaud. Et là, le fait que face à ce contexte-là, Baker Mayfield soit à seulement 12 sur 25, c'est quand même, je trouve, très inquiétant pour la suite. Cette incapacité à prendre le dessus sur une défense qui est loin d'être parmi les meilleures de la ligue, qui est correcte, mais bon, moi ça m'inquiète quand même clairement pour la suite.
Écoute, moi c'est un match doux amer comme on dit, c'est-à-dire que je suis déçu d'avoir essayé de défendre les Browns et que ça n'avait pas marché, mais je suis content parce que les Raiders sont toujours dans la course au playoff et que c'était quand même ma hype de début d'année. Aïe Donc, aïe aïe. ça Peut-être tient. enfin la fin de la malédiction. ça tient toujours. Lions 21, Colts 41. Les Lions ont marqué un touchdown dans le premier quart, ils en ont pris 3 dans le deuxième, ils ont marqué un touchdown dans le troisième quart, ils en ont pris 3 dans le quatrième, comme ça c'était équilibré. Il n'y avait pas photo sur ce match plein pour les Colts, en attaque, un bon Philip Rivers, le retour de Darius Leonard qui fait du bien à la défense, 119 yards au sol, 33 passes à lancer, c'est équilibré, c'est nickel, tout va bien quoi. Est-ce qu'on voit enfin ce dont sont capables les Colts en attaque parce que la défense en face est un peu permissive, peut-être, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle pour eux parce qu'il y a du matos. J'étais surpris de leur mauvaise relative performance offensive. Donc voilà, ils savent qu'ils sont capables de le faire. Maintenant, il va falloir capable de le faire toutes les semaines. Ouais, comme tu dis, je trouve que c'est un peu l'illustration du meilleur de ce que peuvent donner les Colts, c'est-à-dire une attaque plus équilibrée entre le sol et la passe. On a quand même, de mémoire, c'est ça, 39 courses appelées. Donc voilà, on insiste là-dessus. Rivers lance 33 fois, donc on a quelque chose de plus équilibré. Et en défense, le retour de Darius Leonard fait beaucoup de bien sur l'ensemble de la défense. Et c'est solide avec vraiment des schémas qui permettent à tout le monde de briller, parce que je reste persuadé que Taekwon Lewis et Denico Autry à 2 sacs chacun ne sont pas des foudres de guerre en NFL. Non. Mais Matt Eberflus exploite bien tout ça, les schémas sont bons. Et donc c'est une équipe des Colts qui va être solide et qui, à mon avis, si elle arrive à garder ce régime-là, va battre les équipes plus faibles qu'elle sans aucun doute en fait. Les Lions ont été impressionnants au sol, mais vraiment pas dans le bon sens du terme. Je voulais juste vous donner les stats parce que c'est magnifique. 13 courses, 29 yards au total. Et on a un DeAndre Swift qui est à 1 yard en 6 courses. Donc ce qui fait une moyenne, ce qui fait quand même une moyenne de grosso modo de 20 cm par course. Hein. Les Lions à l'époque, il y avait personne qui faisait des yards. Là, on est en train de retrouver un peu ce schéma-là, malheureusement. Tu vois, quand tu prends le ballon sur Madden et que tu te gourdes de boutons et que tu plonges directement au lieu de trucs, et tu gagnes plus de yards que DeAndre Swift. C'est quand même assez hallucinant. Matt Stafford a été tout seul là-dessus. Il y a des erreurs, il y a des blessures. C'est presque rassurant après 2 victoires de voir les vrais Lions de Matt Patricia de retour. Je pense qu'on est. Non, on est à peu près là-dessus. C'est dur, mais c'est vrai. Les Packers 22, Vikings 28. Le score est flatteur pour Green Bay parce que la manière est bien plus humiliante. Ils se sont fait marcher dessus littéralement. 163 yards pour Dalvin Cook au sol, 3 touchdowns. Ça, c'est au sol parce qu'il a rajouté 63 yards et un touchdown dans les airs. Au total, tous les coureurs de Minnesota ont gagné 226 yards. Est-ce que Green Bay va exactement vers la même issue que l'an dernier ? C'est-à-dire une bonne saison régulière la plupart du temps et puis se faire marcher dessus à un moment en play-off, quoi. Ça y ressemble. Ce qui est encore plus rigolo, c'est qu'il y a plus de yards gagnés au sol par les Vikings que les receveurs. C'est quand même pas toutes les semaines le cas en NFL, donc bon. Eux, ils ont trouvé leur formule idéale, c'est-à-dire 34 courses, 14 passes. Tu disais retour au football des années 90, là on est même avant, je dirais qu'on est plus du côté des 60. années 50. Écoute, c'est là où c'est inquiétant, sans parler de Dalvin Cook, qui est un super joueur, tout ça, il n'y a pas de souci, mais où c'est inquiétant forcément pour les Packers, c'est que leurs 2 défaites cette saison, on revoit les mêmes problèmes que l'an dernier, ce qui les a fait perdre en finale NFC. C'est une incapacité à s'adapter en cours de match, à renverser le cours d'un match via le coaching, et 2, une défense au sol qui par moments a des trous d'air. Et alors, autant si tu défends pas bien la passe en NFL, c'est compliqué de gagner, mais si tu prends 163 yards au sol, c'est encore plus rare de gagner. Donc là, tant qu'ils règlent pas ce problème-là, moi je vois pas à quoi ils peuvent prétendre, hein, sincèrement. Non, et puis comme tu dis, il y a Rodgers et Adams qui font des belles choses, et puis ces trous d'air comme ça, ces matchs sans, ces incapacités à s'ajuster. Donc ça rend difficile de les imaginer gagner 3 matchs de suite en play-off comme ça, quoi. C'est vraiment ça, malgré un bel effectif, malgré des jours où tout va bien et où ils marchent sur l'eau, quoi. Les Vikings, leur seule chance, peut-être, j'ai envie de dire, c'est qu'en play-off, pour le moment, côté NFC, il n'y a pas tant d'équipes que ça très fortes au sol. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il n'y a pas l'air non plus d'y avoir beaucoup d'équipes NFC qui peuvent enchaîner 3 matchs pleins de suite. Voilà, donc potentiellement, ça peut être une chance. C'est vrai. Donc les Vikings, je le disais, ont laissé peu de ballons à Kirk Cousins. Je dis un mot là-dessus quand même, je pose la question, même si j'y crois pas beaucoup. Est-ce qu'ils ont une chance de remonter la pente, où ils sont très très loin, ou alors est-ce que leur but c'est juste d'embêter les autres équipes pendant la fin de l'année ?
À 2-5, ça va être dur, d'autant qu'en NFC, tout est à peu près équivalent. Enfin, il n'y a pas de vraie tête d'affiche à 7-0 comme en AFC. Donc, effectivement, je pense que c'est trop compliqué. Et maintenant, oui, le truc, c'est que Kirk Cousins, c'est un quarterback qui est en place depuis plusieurs années. Donc, tu peux pas dire, allez, on lui laisse de l'expérience, il va s'entraîner avec l'équipe, machin et tout. Tu l'as pas fait venir pour ça, tu l'as fait venir pour gagner un titre. Donc, je vois pas bien l'intérêt pour eux. Bon, ce sera une fin de saison pour embêter les autres et c'est déjà sympa parfois. Les Bears 23, Saints 26, match difficile à arracher par New Orleans, grosse circonstance atténuante quand même, ils jouaient face à une des meilleures défenses du plateau sans leurs 3 meilleurs receveurs, parce que quand même il y a des équipes qui jetteraient l'éponge pour moins que ça. À partir de là, ça reste du coup une grosse victoire. Ils battent une équipe qui est en positif dans leur conférence. Ça reste une belle victoire, notamment offensivement, sur le point de vue offensif, comme tu dis, ils arrivent à déborder la défense des Bears malgré les absences, même si encore une fois ça permet du coup d'illustrer tout le talent d'Alvin Kamara et à chaque fois moi ça me rend de plus en plus fou quand je vois que Sean Payton préfère donner la balle à Taysom Hill plutôt qu'Alvin Kamara. Juste donne-la à Alvin Kamara et arrête de nous emmerder avec ton joueur là. Non, donc c'est une très belle victoire offensivement. Après, on reste sur la petite inquiétude défensive quand même côté Saints. Hein. Je trouve que ce backfield défensif quand même... Oui, surtout qu'il n'y a pas grand-chose en face. Ouais, parce que l'attaque des Bears, c'est pas incroyable. Hein, normalement, l'attaque des Bears, si tu arrives à couvrir Allen Robinson derrière, c'est fini. Donc, Anthony Miller. Ouais, bon, après c'est une attaque sans rythme qui prend quand même... Il y a quand même 5 sacs des Saints. Oui, il y a 5 sacs, mais... Parce que l'attaque des Bears, c'est bien résumé sur la seule possession de la prolongation, avec pas de rythme, un mauvais sac, des imprécisions, et puis ils sont pas là. C'est vrai, mais disons que pour moi, ça reste encore une des petites interrogations, cette défense des Saints, et qui, à mon avis, a besoin de progresser pour vraiment que les Saints se réaffirment comme peut-être le favori de la conférence, quoi. Bon, on en parlera à Raoul d'ailleurs jeudi, puisqu'il y a une belle affiche Saints Buccaneers. On parlera de Drew Brees. Ah, pourquoi t'as un truc à dire sur Drew Brees ? Je pense que les craintes qu'on a depuis quelques semaines / saison dernière commencent un peu à se justifier. Je le vois plus lancer des ballons très profonds et avec beaucoup de précision. Donc bon, après, comme dit, il n'y a pas beaucoup de monde à qui lancer sur ces dernières semaines. Il lui manque son meilleur receveur. Hein. On est exigeant avec certains joueurs quand même. Hein, il est hyper fort, Drew Brees. C'est vrai, un peu plus. Mais c'est l'âge. Franchement, on sera gentil avec lui jeudi, promis. Bon. Seahawks 37, 49ers 27. Alors DK Metcalf et Russell Wilson ont été merveilleux. Bon, ça on n'a pas besoin de tous leur dire, je pense. Le plus important, c'est quand même que leur défense a été là. 116 yards autorisés en première mi-temps, 351 au total. Est-ce qu'il y a un espoir, ou alors est-ce que c'est les Niners qui étaient vraiment à la ramasse, puisqu'il y a eu la blessure de George Kittle, il y a la blessure de Jimmy Garoppolo. Ça fait beaucoup de choses, mais quand on part sur les standards qui étaient ceux de Seattle depuis le début de l'année, c'est déjà une victoire. Ouais, c'est déjà une victoire, surtout qu'en vrai, ils dominent défensivement quand il y a encore Garoppolo et Kittle sur le terrain. Limite, ils craquent plus en défense quand c'est Nick Mullens qui devient quarterback, où ils se prennent ces 3 touchdowns dans le dernier quart. Donc c'est effectivement la bonne nouvelle. T'as un Bobby Wagner qui sort un gros match, qui retrouve un peu son niveau attendu. Et mine de rien, c'est une défense qui la semaine prochaine retrouve Jamal Adams, va pouvoir enfin faire jouer Carlos Dunlap et Damon Harrison sur la ligne défensive. Voilà, c'est une défense qui peut trouver des éléments, qui commence à progresser, qui trouve des facteurs externes qui vont pouvoir essayer de la faire progresser encore un peu plus. S'ils arrivent à... Disons qu'il y a une marge de progression en défense qui peut, à mon avis, s'ils arrivent à l'atteindre, qui peut leur permettre d'être le favori NFC, parce que tu l'as rappelé, vu ce qu'il y a en attaque à l'heure actuelle, ils peuvent mettre des points à tout le monde. C'est vrai que c'est peut-être le début c'est un peu la rampe de lancement, peut-être même, Raoul, si tu rajoutes Dunlap et Adams, ça commence à être joli. Hein. Ouais, je suis d'accord. Rien que par Russell Wilson, déjà, t'as déjà des bons arguments, mais de plus en plus entouré. DK Metcalf, c'est une énigme pour moi, tellement je comprends pas comment on a pu manquer un joueur pareil. Et si la défense s'y met, ça va devenir très compliqué pour tout le monde, parce qu'en plus mentalement, je pense que tu te dis au moins on leur passe des points, il y a toujours une chance. Et en face, là, les mecs vont arriver en disant déjà on va en encaisser 40, mais on va pas réussir à en mettre plus de 20. Là, ça va devenir rigolo, ouais.
Pour les 49ers, est-ce qu'il y a un problème de quarterback ou un problème de blessure? Ça n'a pas été foufou encore pour Garoppolo, mais il est sorti, il sera absent plusieurs semaines. George Kittle, ça pourrait être 8 semaines. Là, il commence à prendre vraiment très cher cette équipe en termes de blessures. Là, il y a vraiment trop de blessures pour le coup, c'est vraiment compliqué. Et comme tu dis, le problème avec Garoppolo, c'est que il revient, il a eu une première blessure. Ces matchs à la suite de sa blessure sont vraiment pas bons. Et là, il se reblesse, donc tu te poses quand même la question, est-ce qu'il n'y avait pas déjà une fragilité physique? Ce qui fait que l'évaluation de Garoppolo sur cette saison, elle est quand même très très biaisée sur son réel niveau post-Super Bowl. Donc ça aide pas forcément. Après, malgré tout, oui, trop de blessures. Et donc je pense que la saison, et d'ailleurs le trade de Non Alexander en défense est un peu significatif d'une équipe qui joue plus forcément grand-chose cette année, à mon sens. Et voilà, qui espère plutôt travailler sur la profondeur d'effectifs et retrouver l'an prochain et voir comment tu t'organises, quoi. Tiens, en parlant de profondeur d'effectifs, Eagles 23, Cowboys 9, là on en a vu de la profondeur d'effectifs. Je pense que si l'enfer existe, on vous force à y regarder ce match en boucle. Encore 2 interceptions et 2 fumbles pour Carson Wentz, ce qui ne les a pas empêchés de gagner, c'est-à-dire le niveau de l'affaire. Raphaël, en voyant le replay, tu nous as dit, il n'y a rien qui va. Ah oui, non, vraiment, je me suis fait le fameux format condensé là, de 40 minutes où tu vois tous les snaps sans pause. Pour moi, c'est vraiment un match catastrophique pour les deux équipes. Alors oui, les Eagles le gagnent, ça leur permet de rester en tête, mais absolument personne à la sortie de ce match côté Philadelphie peut être serein pour la suite, parce que tu as un Carson Wentz qui n'arrive pas à élever son niveau de jeu cette saison, qui multiplie les erreurs. Alors la défense fait un bon match, mais enfin comme tu dis, vu comment c'était compliqué en attaque côté Cowboys, je suis pas sûr que ce soit bien significatif. Et puis le play calling, moi, de Doug Peterson m'inquiète, avec des trick plays absolument plus débiles les uns que les autres. Sincèrement, là, les Eagles, moi, je suis très très inquiet par Carson Wentz et Doug Peterson. Alors t'es dur parce que Carson Wentz c'est quand même leader sur un truc, c'est les ballons perdus. Ouais. 16 depuis le début de la saison, 16 ballons perdus quand même. Allez, donc, à la limite, si on veut voir un seul point positif à mon sens, c'est le receveur Travis Fulgham qui enchaîne les bonnes performances, et peut-être que Philly s'est enfin trouvé un receveur. Voilà. Tu sais, alors il est receveur le plus productif de la NFL si on prend depuis la semaine 4 d'ailleurs, Travis Fulgham, ce qui est quand même la surprise de la saison. Donc tant mieux. Après on est sur un match à 265 yards pour les Cowboys, 222 pour les Eagles, donc il y a des équipes qui font mieux que ça sur un match. Il y en a même qui font mieux que les deux combinés sur un match. Donc, Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça que je veux dire. Ils font les deux. Les Cowboys n'ont marqué qu'un seul touchdown sur leurs 3 derniers matchs. On est aussi sur du très très haut niveau. Ben DiNucci a perdu 2 fumbles dans ce match. Bon voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, finir un peu un leader de division par défaut parce qu'il en faut un, quoi. Si je comprends bien, Raoul, parce que je suppose que t'as pas été beaucoup plus impressionné. Non, le mot est faible. Euphémisme. Effectivement, euphémisme. Oui, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. C'est bien qu'ils mettent 23 points quand même, tu vois. Ça fait genre ils ont vraiment gagné ce match plutôt qu'un 12-9 dégoûtant auquel on aurait pu prétendre largement. Donc bon, écoute, cette division restera peut-être historiquement comme une des plus faibles de l'histoire de la NFL. Je suis content qu'on y assiste. Giants 23, Buccaneers 25. La défense des Giants a tenu ce match un moment, mais les erreurs de Daniel Jones ont fini par les enterrer. Alors, pour Jones, on était au courant. Pour la défense, c'est quand même plutôt une belle confirmation. Je sais que Raphaël, tu plaidais pour la défense des Giants ces dernières semaines. Ils ont quand même tenu Tom Brady et son armada pendant un bon moment. Oui, franchement, ils font quand même un match assez surprenant parce qu'ils avaient déjà des belles sorties défensives, mais l'adversité faisait que tu pouvais quand même te poser quelques questions là-dessus. Là, comme tu dis, il faisait face à une attaque qui était plus ou moins en feu ces dernières semaines. Ça défend bien contre la course, ça a relativement bien défendu la passe. Donc au moins, t'as une défense qui, sans énorme star, brille grâce à ces schémas. Donc c'est toujours un truc hyper positif et à valoriser forcément pour New York, ouais. Bon, Raoul, pas d'inquiétude pour les Buccaneers, il y a des matchs plus difficiles parfois quand même. Mais oui, voilà. Et puis c'est ce qu'on disait jeudi, c'est que manifestement ces uniformes des Giants font un petit truc à Tom Brady. Bon bah voilà, là c'était normal, mais tant mieux pour les Giants. Heureusement tout n'est pas enterré de leur côté. Juste j'ai pas fait sur les Giants, j'hésitais, mais on remet encore en cause Daniel Jones ou on attend la fin de la saison maintenant pour le redire? On va attendre. Attendons la fin de la saison et faisons le bilan après 2 ans. Mais bon. Parce que là, il est plombe quand même sur ce match. Oui, avec un quarterback ne serait-ce moyen, il gagne ce match. Mais c'est quoi leur alternative? C'est toujours ça la question.
Bah, ça va être de redrafter s'ils sont Oui, c'est ça. avant-dernier de la ligue. Je veux dire, cette année, tu peux rien faire de beaucoup plus à 1-7, Non. ça vaut pas la peine. Non, là, C'est maintenant, Colt c'est fini. Mais... McCoy, leur remplaçant. Je viens de vérifier. D'ailleurs, pour ceux qui se plaignent de l'interférence éventuelle sur la conversion à 2 points, il faut savoir qu'il y avait quand même 2 mecs ouverts, hein, sinon. Ouais. Ah bah oui, C'est- complètement. Ouais. Ça aurait pu être la solution, sinon. Plutôt que de jeter sur le mec qui était couvert, il y avait 2 gars ouverts. Ça pouvait être pas mal. Chiefs 35, Jets 9. Énorme surprise, les Chiefs se sont baladés. Je l'ai mis en fin de débrief, même si c'est les Chiefs. Hein, d'habitude, on met les équipes de haut de classement un peu plus haut, mais là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça aurait pu être plus large sur le score. On dit quand même, Kansas City n'a pas forcé. T'as un Patrick Mahomes à 416 yards et 5 touchdowns, quoi. C'est genre, le mec, c'est son footing, c'est son allure marathon, comme on dit. Ah, c'est pour ça que moi je les garde numéro 1 de mon power ranking personnel. C'est parce que j'ai quand même l'impression que cette équipe des Chiefs, en dehors d'une petite déconvenue cette saison, globalement se balade plutôt, n'a jamais eu vraiment à forcer. Alors après, des fois, ça peut être un piège de ne jamais vraiment forcer de la saison, et le moment où il faut rentrer dans le dur, t'as un peu plus de mal à mettre la seconde. Ça peut être un piège. Vrai. Mais enfin, c'est quand même une équipe qui est top 5 au scoring offensif et au scoring défensif. Voilà, ça a l'air de rouler. De toute façon, on le savait, hein, eux, on attend de les juger en janvier. Je veux dire, avant, bon. Les seuls qui posent des problèmes aux Chiefs, c'est que toujours les adversaires de division. Parce que Denver et Los Angeles Chargers, ils ont galéré. Et ceux qu'ils ont battus, c'est les Raiders. C'est vrai. Bon, je l'ai pas dit, évidemment, aucun sac réussi par les Jets qui n'ont pas réussi à attraper Patrick Mahomes. Pas de touchdown, mais pas d'interception non plus pour Sam Darnold. Ce sera le petit point positif. Mais on a une équipe des Jets qui se dirige toujours tout droit vers le premier choix de la draft. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter sur eux, surtout après ce match où il n'y avait pas d'enjeu réel ni de suspense. Panthers 17, Falcons 25, c'était le match du jeudi. Évidemment, les Falcons allaient se réveiller maintenant qu'on ne parie plus sur eux. Embellie défensive. Notamment, ils ont ralenti Teddy Bridgewater et Matt Rhule. Est-ce qu'on y croit un peu ? Pour les Falcons, tu veux dire ? Oui. Est-ce que ça signifie quelque chose, ce match ? Non. Raphaël ? Ouais, pas... Je sais pas si je dirais non, mais... Non, mais ça pose question, effectivement, parce qu'on sait que les Falcons, avec les joueurs qu'il y a dans cette équipe, ils sont capables de temps en temps de bonnes prestations, et là c'est une vraie bonne prestation, notamment défensive. Après, la clé pour eux et le problème, c'est la régularité dans cette capacité à être correct. Et tant qu'ils sont pas capables d'enchaîner 2-3 bons matchs, on peut pas dire ça y est, ils ont trouvé la solution. Ça se trouve, la semaine prochaine ils perdent à nouveau. Et donc le problème, voilà, ils font partie de ces équipes. Tant qu'il n'y a pas 2-3 bons matchs de suite, tu peux pas te dire que le système est trouvé et que ça y est, c'est bien lancé, quoi. Là, c'est la bonne vieille recette Matt Ryan, Julio Jones. Les deux font un bon match. Bon, bah voilà, let's go. Il y a encore un Matt Ryan. Ouais, pas exceptionnel, je te l'accorde. Ouais, Surtout Julio Jones. Ouais. Les Panthers retombent un peu sur terre. Au final, ils ont 3 victoires cette année, mais c'était les Chargers. Alors les Cardinals, c'est une belle victoire, mais Chargers et Falcons et Cardinals. Derrière, là, ils ont quand même perdu contre les Falcons, les Saints, les Bears. Ils avaient perdu contre les Raiders et les Buccaneers en ouverture. Ils retombent quand même un peu sur terre. Et est-ce qu'on voit surtout que l'effectif est un peu court et que dès qu'il commence à y avoir des blessures, un McCaffrey qui est pas là, des choses comme ça, c'est un peu compliqué quand même d'exploiter là-dessus. Il y a même des blessures en défense d'ailleurs. Oui, pour moi, comme tu dis, c'est un peu ça. C'est au final, on se retrouve avec une équipe qui est finalement à son niveau, qui est capable de gagner contre les moins bonnes équipes et qui clairement n'est pas encore armée pour battre les meilleurs. Donc voilà, je suis pas étonné par le bilan. Je trouve que effectivement, le côté positif, c'est plus la manière, avec des matchs jamais ridicules et une sorte de sérieux global et de cap trouvé, quoi. Voilà, c'est après il y a des blessures, il y a un effectif encore un peu court. Bon. Raoul, pas choqué par ce petit retour sur terre? Non, là pour le coup c'est une équipe qui est en construction, contrairement aux Vikings dont on parlait tout à l'heure, où la fin de saison, juste à part te dire que tu vas embêter les autres, là les Panthers, sans aller chercher forcément des playoffs, vont peut-être pouvoir trouver un peu des nouveaux automatismes et mettre en place des trucs pour l'an prochain, donc non, c'est pas mal. On passe au top et au flop.
Les tops et les flops de la semaine. Raphaël, à toi de jouer pour le top. Et ben en top, j'en ai quand même plus ou moins parlé tout à l'heure lors du débrief, mais clairement c'est une nouvelle fois la défense des Steelers et notamment la profondeur d'effectif avec cette capacité à faire avec l'absence de Devin Bush par exemple. Voilà, moi et ça fait plaisir de voir une grosse défense à ce niveau-là, capable de mettre la pression, parce que c'est peut-être là-dessus où ils sont quand même le plus incroyable cette saison, c'est que tu as l'impression que sur chaque snap, ils vont casser la bouche du quarterback adverse, et ils sont ou arrêter le coureur adverse derrière la ligne de scrimmage, donc impressionnant, et là ils font un vrai gros match face à une des meilleures attaques de la ligue, donc, et cette profondeur d'effectif, donc à nouveau mon top. Raoul. Moi, c'est une autre défense en l'occurrence que j'aime bien et que j'ai bien aimé cette semaine, c'est celle des Dolphins et particulièrement Eric Rowe, messieurs, le safety, qui fait 5 passes défendues, une interception et qui manque de très peu une deuxième interception. J'ai regardé, il n'y en a pas eu beaucoup des matchs à 5 passes défendues dans la NFL récente, donc c'est bien. Et surtout, Jason Sanders, le seul à 100% au pied en NFL aujourd'hui. Les kickers, évidemment. C'est vrai, c'est un joueur important, très important les kickers. En top, je me demande si Raphaël, tu n'avais pas fait le top que je vais faire il n'y a pas longtemps en fait, j'ai un doute maintenant. Mais c'était la doublette Joe Burrow, Justin Herbert. Je suis enthousiasmé par les nouveaux quarterbacks qui arrivent. Et je trouve qu'on a de la chance, c'est une belle année pour les nouveaux quarterbacks. Burrow est particulièrement impressionnant, quoi. Il y a vraiment un truc. Herbert joue très bien aussi, donc c'est bon de voir du 109 quand même qui arrive. Quand on est aussi sur une saison plus ou moins du crépuscule pour Drew Brees et bon, Tom Brady, on sait pas, il s'arrêtera jamais, mais voilà. Déjà, ça sent le crépuscule pour Brady parce qu'il a changé de maillot, il y a un truc qui est différent. Donc voir ces jeunes arriver, ça fait plaisir. Et je suis d'accord avec toi, d'autant que si Lawrence l'année prochaine performe à la hauteur de ce qu'on attend de lui, ça peut entamer un renouveau sympa chez les quarterbacks en NFL. C'est vrai que là on commencerait avec en plus les Jackson et Mahomes qui sont arrivés ces dernières années, ça commence à faire du joli monde. Ouais, et surtout que c'est ça, peut-être les deux dernières drafts, ou au moins la dernière draft de quarterback, enfin je pense avec Sam Darnold, Mayfield, Daniel Jones, on est un peu plus... Il y a eu des petits creux en effet, moi je trouve. C'est un peu par vague, ouais. Il y a Kyler Murray quand même qui est pas mauvais. C'est vrai. Ouais, mais c'est pas encore. C'est pas encore. Même... Ouais, c'est pas ça. On attend moi, encore je le trouve pas encore aussi impressionnant que les autres, mais d'accord. Mais il y a eu des petits entre la génération dorée, Brady, Manning, Breeze, etc. Il y a eu des Rodgers, des Matt Ryan, etc. Mais il y a un petit creux après celle-là, je trouve. On a un peu de temps à. Il n'y a pas l'année avec Wilson, Tannehill. Après, c'est ça. Il y avait Robert Griffin, souvenez-vous. Il y avait. Ouais, mais tu vois. Il y a quand même une année où t'as Luck, Griffin, Wilson et Tannehill qui aurait pu être cette nouvelle vague. Dalton aussi, non? Ouais, mais du coup, elle est plus ou moins sacrifiée. C'est une blessure, retraite anticipée et tout ça, quoi. Sauf Wilson et Tannehill qui a enfin trouvé son rythme Raphaël, de croisière. Sauf Wilson, ouais. Ouais. Mais du coup, Wilson est un peu un éclair au milieu de quelques années de creux, quoi. Raphaël, donc ton flop. C'est ça. Mon flop, pareil, j'avais un peu insisté dessus, mais Jared Goff et cette attaque de Los Angeles qui, à mon avis, sous-performe par rapport aux receveurs disponibles, par rapport à une ligne offensive correcte. Donc voilà, cette prestation une nouvelle fois de Goff m'embête complètement parce que je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Donc voilà. Raoul. Mon flop, c'est Javon Wims du côté des Bears. Alors déjà de base, la violence n'a rien à faire sur un terrain de football. Soit il y a des petites échauffourées à droite à gauche, très bien. Là, c'est complètement idiot de faire ça tout seul au su et vu de tous. Mais surtout, qu'est-ce que t'imagines en mettant un coup de poing dans un mec qui a un casque? Réfléchis 2 secondes. Ça me rend fou. C'est toujours ça le plus impressionnant. Ils sont les débiles. mecs qui frappent dans le casque. Tu vas te péter la main. Je comprends pas pourquoi. Ça me rend fou à chaque fois. Genre un gros plaquage, ce que tu veux, une bagarre où tu t'agrippes le mec et tu t'essayes de te bagarrer un peu avec lui. Un coup de poing dans le casque comme ça, faut être taré. Voilà. Bon, moi je vais terminer avec les Packers en flop parce qu'on sait un peu ce qu'on disait, ils ont clairement pas appris de l'an dernier, ils ont le matos pour prendre la NFC mais ils vont je suis persuadé qu'ils vont décevoir maintenant et j'aime pas les équipes qui sous-performent comme ça m'énerve. Je suis d'accord. Tiens, pour les pronos c'est casse-pied. Ouais, en plus ça m'agace. Donc je vais dire les Packers en flop. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 374 du podcast Jean Actu. Merci à vous de nous avoir suivis. Je dis un petit mot, j'espère que le son sera optimal, je vais faire de mon mieux au montage, mais il y a eu quelques petits décrochages, j'avais un peu l'impression d'enregistrer un album avec les Daft Punk par moment aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai pas dit mercredi, mais il y avait des bruits de perceuse derrière Raphaël.
Là, il y en avait un peu moins. On a entendu beaucoup l'ambulance, mais Ah ouais, non, mais alors là, je peux vraiment rien faire. L'ambulance, les gars. Non, l'ambulance, mais il y avait des bruits de perceuse jeudi, incroyable. Il y a un moment, on avait l'impression que t'avais une gastro de l'espace, quoi. Tu vois, genre, tu parles et il y a des bruits horribles derrière. Là, je t'entends même pas trop en plus, moi. Non, là, la perceuse, c'était vraiment jeudi. Mais j'en ai coupé au montage, jeudi en plus. J'ai réussi à en ravoir un petit peu. Mais voilà, je me disais, je vais essayer de. En plus, pendant que vous enregistriez jeudi, j'entendais la perceuse et je me disais, faut que je prenne la parole à la fin de l'émission pour dire aux gens, bon, vous allez peut-être entendre des bruits derrière Raphaël, parce que même moi, ça m'a fait tiquer et tout. Mais bon, voilà, donc on fait de notre mieux, vous vous en doutez, les conditions sont un peu particulières. On préférait être ensemble. Bah ouais, on a enregistré pendant des années ensemble. Là, on est évidemment, comme tout le monde, confinés. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, d'ailleurs, n'hésitez pas à les rejoindre. Dalenda, Julien Brossillon, Tyfire, Nick Northman, Spandam, Josh Allen MVP et Marc Rommelfangen se sont ajoutés à la liste cette semaine. Encore merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous aider sur Tipeee. Messieurs, j'ai lancé l'idée d'ailleurs dans le fauteuil, il faudrait que je valide avec vous, mais je disais on va commencer à mettre le Tipeee de côté pour faire une grande tournée. Ah bah oui. Est-ce que vous êtes partant? Moi toujours. Raphaël, est-ce que tu veux aller découvrir la province? Quitter le périphérique, c'est possible, Raphaël. Tant de mauvaise foi. Oui, non mais carrément. Non mais en fait je me disais faut que j'essaie de budgéter ça et comme ça dire aux gens voilà on fait une enveloppe, vous allez mettre tant dans le Tipeee et ça va permettre de faire le voyage. Bon alors faut qu'on trouve les points de chute, faut qu'on trouve combien de villes, faut qu'on trouve la période, faut qu'on arrive le vaccin aussi. Voilà le vaccin, il faut qu'on arrive à avoir des jours où tout le monde est libre en même temps pour faire le voyage ensemble, donc ça fait beaucoup de paramètres. Mais je peux vous dire, j'ai déjà commencé à regarder chez un loueur de voiture combien ça coûtait de louer un Scénic 7 places pour mettre le matos et tout le monde. C'est jouable. Voilà. Après, il faut rajouter le péage, il faut rajouter l'essence, les hôtels, etc. Mais c'est faisable. Les hôtels, on va bien trouver des gens pour nous héberger. On va pas squatter chez tout le monde. Mais non, mais on a bien des amis ou de la famille un peu partout en France, on va se débrouiller. Ah bah écoute, bon, en tout cas, moi je suis sur un prévisionnel, je regardais un peu genre Lille-Bruxelles. Bon, peut-être l'un ou l'autre, peut-être, je sais pas si on fait les deux. Après, peut-être faire Strasbourg, Lyon, Marseille, et tu remontes par Bordeaux et Nantes. Voilà. Ouais, ça fait un beau Tour de France. Mais attends, ça veut dire qu'on fait on fait un soir à chaque endroit parce que ça va enchaîner. Hein. Moi, je me disais, genre, t'as le temps de descendre, je sais pas, peut-être tous les 2-3 jours, quoi. Ouais, c'est un beau projet. Tu vois, le temps de faire la route, parce que le but, c'est quand même pas de finir comme le premier bassiste de Metallica, si tu vois ce que je veux dire, Raoul. Ouais. On l'embrasse. Donc, essayer de faire la route en étant réveillé, quoi. Donc voilà. Cliff Burton. Et je renouvelle l'appel que j'ai fait dans le fauteuil, hein, si vous bossez chez un loueur de bagnole ou chez un concessionnaire et que vous voulez qu'on fasse de la pub à vos bagnoles, nous on est preneurs. Hein, ou des hôtels du coup. Voir si vous avez un bar pour nous accueillir, faire l'émission. Voilà, ou des hôtels ou des bars pour nous accueillir ou des trucs comme ça, n'hésitez pas, on est totalement preneurs. On rappelle que pour nous suivre sur les réseaux sociaux, @TDActu et @TDActu sur Twitter et sur Facebook, @JeanActu sur Instagram, @Raphaël_TDA pour Raphaël, @RaoulVDG pour Raoul sur Twitter, @AlainMattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Raoul. Merci à vous messieurs. Merci. On se retrouve jeudi et ce sera Raoul et moi pour l'émission preview. Ciao ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fameux pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.